Patrick Cohen pris la main dans le pot de confiture. Bon, on va regarder ça parce que c'est quand même assez révélateur de notre époque. Alors, je vous mets l'extrait, on l'entend pas bien, mais bon, voilà, c'est marqué ici, c'est... comme on dit, une caméra cachée qui enregistre une discussion entre journalistes du service public et dirigeants du PS. Alors en soi, que des journalistes rencontrent des dirigeants de partis politiques. Bon, ça c'est pas... D'abord c'est pas un crime, mais c'est en un sens, c'est tout à fait logique, puisque leur boulot c'est de se renseigner aux journalistes, de faire de l'information. Mais bon, là le problème c'est que c'est pas ça qui se passe. Donc on a des dirigeants du PS et des journalistes du service public qui discutent, donc Patrick Cohen ici, là, qui discutent de tactiques médiatiques pour favoriser un candidat, avec Glucksmann en l'occurrence, et on va voir tous les problèmes que ça cause, cette histoire, et ils sont nombreux. Je pense que si dans cette situation bon voilà, ils discutent des candidats, de pousser un tel pour qui se retrouve contre un tel. Bon, c'est de la tambouille politique, hein. Bon, voilà, Confin et Ruffin, ça te crée un Glucksmann. Bon, j'avoue, j'ai aucune idée de quoi ils parlent, je sais même pas qui c'est ces candidats là, tous, bon bref. Je m'intéresse pas trop à la politique politicienne. Et pour moi, en fait, le problème, c'est même pas les hommes politiques, c'est le système politico-médiatique en l'occurrence, hein, qui ne fonctionne plus. Donc ben là, ça illustre bien tout ça. Je finis de mettre l'extrait. Mais avec c'est pas ce que fait mon équipe. Je pense que c'est une moi je pense que le marais, c'est un grâce à la population qui est dense, que j'avais dit, on n'a pas beaucoup de la communication organisée. Ils écoutent France Inter, et ils écoutent en masse, tu vois. Bon, évidemment, le Patrick Cohen va nier toute forme de complot. D'ailleurs, on pourrait dire que il ne fait qu'écouter quelque part, hein, mais là où ça devient, je trouve, assez, comment dire, révélateur, c'est grâce à Internet, on a une mémoire maintenant, parce que bon, moi j'avoue, jamais j'aurais su faire ce genre de rapprochement, mais voilà ce que ressortent les gens des archives. Donc évidemment que Patrick Cohen n'est pas un observateur neutre de la situation. Je pense que ça n'aura échappé à personne. Pourtant, voilà ce que lui-même prétendait face à Zemmour, mais on s'en fiche là, c'est pas le sujet. Justement qu'il l'accusait de faire de la politique et pas du journalisme. Donc ce dernier, évidemment, niait, hein. Donc je vous mets l'extrait, c'est pareil, hein. Mais là, il est pris la main dans le sac, quoi. Donc non, il n'est pas neutre. Pèse sur l'opinion. 2, vous menez, vous, un combat politique comme tous les médias, et vous le menez au nom d'une certaine idéologie politiquement correcte. Et vous le savez très bien. Vous avez oublié ce que c'était, Zemmour, le journaliste. Je vous ai connu journaliste, vous n'êtes plus journaliste. Moi, je fais du journalisme, le réel. Le réel. Ouais, bien sûr. Alors, je vais vous expliquer un truc. Donc je fais des formations et du coaching sur l'attention. Bon, moi je le fais à titre individuel pour apprendre à diriger son attention et à maîtriser sa propre cognition, son cerveau si vous voulez, pour le dire simplement. Un média, qu'est-ce que c'est au fond ? C'est quelqu'un qui est face à un flux d'informations sur la société, un flux d'informations gigantesque, hein. Il se passe des tonnes de trucs, des tonnes de faits divers, des tonnes d'événements de toutes sortes, et son rôle, c'est de rapporter ce qui se passe le plus fidèlement dans le pays. Mais vous vous doutez bien que il y a une astuce là-dedans. Pourquoi je vous parle d'attention ? L'attention, en fait, c'est sa fonction cognitive dans notre cerveau, c'est un peu la même chose que le journaliste, quelque part. Ça consiste à trier les informations pour déterminer celles qui sont pertinentes. Et le journaliste, fait ça. Il regarde et il décide ce qui est pertinent ou pas, ce qu'on va mettre en avant. Donc le journalisme n'a pas besoin de mentir pour déformer la réalité. Il lui suffit juste d'attirer l'attention des gens sur ce qui l'intéresse. Donc le journaliste peut se targuer
de rapporter la réalité, de ne jamais mentir. Il peut se targuer de respecter la convention déontologique du journalisme de Munich, de faire son travail correctement, tout en manipulant allègrement les gens, parce qu'il va décider de parler de certaines choses et pas d'autres. Et il va décider de parler de certaines choses en mettant un certain narratif dessus. Et on pourra jamais l'accuser de mentir. Bref, donc, c'est très pratique parce que ça permet de faire de la politique sans faire de la politique. Évidemment, voilà, c'est pour ça que je vous montre cet extrait, hein, qui fait scandale sur Twitter, et qui le fera sûrement pas dans les médias mainstream. On verra s'ils en parlent, mais j'en doute. Et pourquoi c'est grave cette histoire? Parce que pour qu'une démocratie fonctionne, il faut plusieurs critères. Il faut que les gens soient éduqués. C'est le prérequis. Alors ça, on sait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus, c'est de moins en moins le cas. Il faut qu'ils soient informés correctement pour qu'ils puissent décider. Et là, je viens de vous expliquer l'astuce de l'information, comment désinformer tout en prétendant informer. Et il faut qu'il y ait des intérêts communs, ce qui est aussi de moins en moins le cas. Mais là, donc on est dans un système politique qui se délite de partout, puisque les intérêts communs, je vous dis, c'est de moins en moins le cas, l'éducation, c'est de moins en moins le cas, et le journalisme neutre, qui rapporte l'information pour tout le monde, c'est aussi de moins en moins le cas, la preuve. Et on va y revenir, on va analyser pourquoi c'est devenu comme ça. C'est pas juste une question de Patrick Cohen, c'est une question, mais bien sûr, il y a lui qui ne fait pas son travail d'information et qui fait un travail de manipulation. Donc là, sa personne, elle est en cause, évidemment. Mais il y a aussi le système. Nous sommes en train de changer de civilisation ou de système civilisationnel, si vous voulez. Et d'ailleurs, là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube. Et moi, je suis en train de commenter ce qui se passe sur X. Tout ça n'existerait pas s'il n'y avait pas les nouveaux médias digitaux, les réseaux sociaux, comme contre-pouvoir qui est en train d'émerger de l'ancien pouvoir médiatique, le journalisme. Donc je continue. Ce que nous montre la mémoire d'Internet. Parce que s'il n'y avait pas Internet, eh bien, c'est facile. Il suffit de ne pas en parler pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Et les gens ne vont pas se souvenir de tout ça. Et même s'il y en a un ou deux qui s'en souviennent, l'information ne se diffusera pas. Donc, si le système qui diffuse l'information, l'ancien, donc les médias décident de ne pas en parler, il ne se passe rien. Or, pour que ça fonctionne, ce système, il faudrait qu'il y ait pluralité. Que les médias se surveillent les uns les autres, un minimum. Bon, vous avez bien vu cet été avec l'affaire de l'Arcom et de CNews que c'était pas le cas. Alors, ici, parce que oui, évidemment, là, on a Patrick Cohen, alors j'ai plus l'extrait, mais qui dit, ça se fait pas d'aller espionner les gens comme ça, de révéler les trucs. Et là, il dit exactement l'inverse. Donc écoutez bien, c'est bon, c'est quand même assez croustillant, cette affaire. Résultat, et on l'a entendu, je le dis assez fermement, grâce à la saine curiosité d'un journaliste qui a eu la saine curiosité, hein. eu la bonne idée de solliciter des étudiants pour voir ce que pouvait dire un personnage politique aussi important dans une enceinte universitaire. Je rappelle que c'est pas un bureau politique de LR qui a été espionné, c'est pas un rendez-vous secret, une enceinte scolaire ou universitaire, c'est un endroit public, bien. C'est un endroit public, comme ici, c'est un endroit public. Bien sûr, la loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu, mais il y a une démarche journalistique, moi, qui me semble tout à fait légitime, et le résultat est très intéressant. Et ben voilà, je dis la même chose. Ouais, il y a une démarche journalistique et avec un résultat très intéressant, exactement. Sauf que là, évidemment, le Patrick Cohen, il va pas dire la même chose cette fois-ci. Non, là, du coup, c'est pas du tout justifié. Bon alors, voilà, un exemple. C'est pas spécialement pour défendre Bardella, je m'en fiche, mais voilà un exemple contraire de ce qui se passe. Jean-François Achilly a été licencié du service public pour un déjeuner avec Bardella. Donc le service public, c'est quand même censé avoir une certaine neutralité envers les différents partis politiques du pays. Les partis politiques, ce sont quand même ceux qui représentent l'opinion des gens. Donc on peut pas mettre au banc de la société comme ça les gens qui ne nous plaisent pas quand on fait partie du service public. Je précise, que ça soit dans un journal privé, ils font ce qu'ils veulent. Mais là, c'est pas le cas. Donc l'impartialité, la neutralité du service public. Voilà, là, on en a un exemple flagrant. Et encore une fois, donc, la mémoire d'Internet. Bon, et tout ça, à l'heure où on parle, voilà, de la fameuse dette de la France, qui ne cesse d'augmenter. Bon, voilà, là, on a un poste d'économie. 4 milliards de subventions publiques aux médias. Et je ne fais pas d'amalgame. Je ne généralise pas le cas de Patrick Cohen. Je pense que c'est assez évident que c'est tout le service public journalistique qui est concerné.
qui est de gauche, hein, et qui milite à gauche. Alors c'est quoi l'argument qu'il rétorque à ça? C'est oui, mais sinon les journaux ne sont financés que par des milliardaires et donc ça va défendre les intérêts du capitalisme. Donc nous, en fait, on est le contre-pouvoir au pouvoir médiatique du capitalisme. Donc, c'est ça leur défense. Oui, mais dans ce cas, ne prétendez pas être neutre. Vous ne l'êtes pas. Et si vous n'êtes pas neutre, vous n'êtes pas financé par l'argent public. Voilà. Donc, parce que l'idée, c'est quand même de cette fameuse de subventionner des médias, c'est précisément d'avoir cette neutralité. Donc là, non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour que mes impôts soient utilisés comme ça contre ma volonté. Donc comment on fait pour solutionner ça? Il y a une solution simple. Je m'inspire de ce que font les pays scandinaves pour l'éducation. Alors je sais pas s'ils ont généralisé ça, mais en tout cas, il y a au moins cette solution. Je dis pas que c'est la seule, j'en sais rien, il y en a peut-être d'autres plus intéressantes encore, mais il y a au moins cette solution. C'est-à-dire, on pourrait proposer de dire, en fait, c'est les gens qui vont payer leurs journaux. Voilà. Donc, bon, le problème c'est que, mais dans ce cas, c'est les milliardaires qui financent leurs journaux, comme on le voit. Ça pourrait, on pourrait dire, c'est les abonnements des gens. Mais le problème c'est que il y a des inégalités à la base. C'est-à-dire que les plus riches vont pouvoir financer plus les journaux. Ok, alors admettons que ça pose un problème. Donc la solution c'est simple, c'est on redistribue, si vraiment on veut faire de la redistribution, un coupon que les gens peuvent utiliser pour financer le journal qu'ils veulent, comme font les pays scandinaves pour le système éducatif. C'est-à-dire vous avez un coupon qui vous permet de payer l'étude de vos enfants. Mais après, c'est à vous de choisir l'école dans laquelle vous voulez l'envoyer. Ce qui évite les problématiques de détournement d'argent public à des fins d'intérêt politique de certains. C'est de la vraie démocratie. Donc voilà, si on veut redistribuer du pouvoir aux gens, on fait payer une sorte de fonds plus à certains qu'à d'autres, mais on redistribue à part égale. Et ensuite, chacun peut utiliser cette part pour financer les journaux qu'il a envie. Et là, si on met un système comme ça en place, on aura une vraie pluralité qui sera représentative et véritablement démocratique. Mais en fait, ce système existe déjà. C'est précisément ce qu'on a à partir du moment où on a une liberté d'expression politique, évidemment, ce qui est loin d'être gagné, parce que, encore une fois, le système actuel est en train de s'effondrer. Alors quand je dis le système actuel s'effondre, je parle du système politique, je parle pas de la société ou de la civilisation. Enfin, dans l'absolu, la civilisation peut s'effondrer aussi, mais je pense qu'on est surtout en phase de transition d'un système politique à un autre, étant donné que il y a de nouvelles formes de pouvoir qui émergent, donc notamment Internet. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ce système médiatique existe déjà. C'est Twitter, X, propose déjà ça. Chacun peut devenir journaliste, chacun peut proposer sa propre vision de la société, faire remonter les événements qui sont intéressants. C'est ce que je fais, là. Et là, c'est une vraie méritocratie. Ce n'est même pas parce qu'on a réussi à avoir un poste. C'est chaque poste, pour le coup, chaque publication qui se fait au mérite. Une publication qui ne marche pas, elle n'est pas relayée. Évidemment, la réputation joue, mais il ne suffit pas d'avoir décroché un poste une fois dans sa carrière et puis après d'être là inamovible, parce que c'est le service public. Et de se permettre ce genre de manipulation où toute honte bue, on prétend faire des choses que évidemment le citoyen mal informé ne va pas comprendre la ruse. Donc ça passe crème. Bon, et en bonus, je voulais parler de cet article, donc écrit par Paul Graham, qui est un investisseur, programmeur, journaliste de la tech, qui a écrit un article fort intéressant sur l'évolution du journalisme. Alors, je vous la fais court. Il dit que, à cause du changement du médium de distribution des journaux, il y a eu un changement dans la pratique du journalisme. Au départ, le journal était distribué localement à tout le monde. Donc, quand je dis au départ, c'était avant l'ère d'Internet. Donc le journalisme s'adressait à tout le monde. Il ne savait pas qui allait le lire. Donc il était obligé de maintenir une certaine neutralité, pour de vrai. Voilà, les gens payaient pour avoir de l'information. Et donc il dit qu'à l'ère digitale, les médias se sont retrouvés avec un choix. Soit on donne l'information gratuitement et on se débrouille pour faire de l'argent indirectement, avec de la pub par exemple, soit on trouve des moyens de vendre ce que les gens sont prêts à payer pour. Et en l'occurrence, comme il n'y
n'y a plus de contraintes physiques, voilà, c'est là la citation, quand il n'y a plus de contraintes physiques, les journaux sont obligés de se tourner vers l'idéologie pour faire du profit. Unfortunately, it turned out that the paper of record was mostly an artifact of the constraint imposed by print. When your market was determined by geography, donc you had to be neutral. Voilà, c'est ce que je vous disais, quand votre marché est déterminé par la géographie, vous devez être neutre. But publishing online enabled, in fact, probably forced, newspaper to switch to serving markets defined by ideology instead of geography. Le fait de passer un marché en ligne a autorisé, mais probablement même forcé, les journaux à basculer vers de l'idéologie. Puisqu'en fait, leur clientèle vient pour de l'idéologie. En fait, être neutre, ça ne vend pas. Voilà, le journalisme qui, dans l'ère précédente, donc l'ère physique avant Internet, avait été une des grandes forces centralisatrices, est devenue une des grandes forces polarisatrices. Je vous mettrai le lien, si vous voulez le lien, l'article est vraiment très finement, propose une analyse très fine, qui vaut le détour. Alors là, je change de news, je vous fais un petit panel de ce qui se passe au niveau du changement de civilisation, de ce qui est pertinent à mon avis en tout cas. Donc on a dorénavant une guerre informationnelle entre les États, et là, notamment la France qui accuse la Russie de s'ingérer dans les intérêts français en Afrique de l'Ouest. Alors, c'est assez, donc la France a le droit de s'ingérer en Afrique de l'Ouest, mais la Russie, non. C'est une logique, j'ai un peu du mal à comprendre la logique du truc, quoi. Bon, en fait, c'est pareil, on est en train de changer de civilisation, les anciens pouvoirs sont bousculés par les nouveaux pouvoirs. Les nouveaux pouvoirs, c'est les réseaux sociaux, pas que, mais les réseaux sociaux et les IA, et les cryptos. Et moi, j'aimerais bien qu'on m'explique au nom de quoi les gens n'auraient pas le droit, si ça les intéresse, de s'informer auprès des médias russes. Et puis d'ailleurs, ils comptent faire comment? Parce que là, aujourd'hui, c'est très facile, avec les IA, même avec les outils de traduction, d'aller sur les sites russes et de lire ce qu'ils racontent. Ça m'est arrivé, pour m'informer, d'aller lire un discours de Poutine et de faire traduire. Alors la traduction est pas parfaite, mais maintenant avec les IA, elle est quasi parfaite. En tout cas, moi, je fais pas la différence. C'est même pas une histoire qu'il y aurait des médias français comme Russia Today qui feraient de la propagande russe. Là, c'est carrément si les citoyens décident que ça les intéresse de savoir, d'avoir l'autre version. Au nom de quoi on interdirait ça au nom de la démocratie? Là, je sais pas, mais faut qu'on m'explique. Sauf que là, c'est encore pire, puisque c'est carrément, non, on va être les seuls à faire de l'ingérence en Afrique de l'Ouest. Donc non, la Russie a pas droit. Donc évidemment, c'est assez hypocrite tout ça. Évidemment que les États font tous de l'ingérence autant qu'ils peuvent partout et empêchent les ingérences étrangères. Mais faut pas être dupe, quoi. C'est pas pour nous protéger, c'est pour se protéger eux. Et c'est pour protéger un système qui ne fonctionne plus. D'ailleurs, autre news, le système qui fonctionne plus, suite aux déprédations qu'il y a eu après la victoire au match de foot là, il n'y a pas eu que ça, mais l'idée c'était tu casses, tu répares, évidemment. Évidemment que l'État n'est plus en mesure d'imposer ce genre de choses. Donc qu'est-ce qui se passe? On crée un fonds d'assurance qui va payer, et qui va payer les honnêtes gens. Donc voilà, maintenant les pillages qu'il y a eu à Paris, pas de problème, c'est couvert par les gens. Donc en fait, c'est les gens qui payent indirectement pour les pillages, pour rembourser les pillages. Donc en fait, ils en ont offert. Voilà, c'est fabuleux, c'est fabuleux ce système. C'est pour ça que je vous dis, le système ne fonctionne plus. Je ne veux pas que mes impôts servent à payer des journalistes qui font de la politique en prétendant être neutres. Je ne veux pas non plus que mes impôts servent à payer des assurances, alors que c'est une question de justice. Ça ne devrait pas arriver. Alors que là, ça va carrément encourager les pillages. Et non, ce ne sont pas, là on parle pas d'émeutes après l'affaire Naël. Ça c'est autre manière de ce que je vous disais, l'attention. Donc les formations que je vous propose, c'est pour maîtriser l'attention. Et là, il s'agit précisément d'un détournement d'attention. On va prendre parmi la masse d'informations, c'est le rôle de l'attention de faire le tri dans la masse d'informations. Donc on prend parmi la masse d'informations une info, pour recadrer l'info et pour dire il y a eu des émeutes suite à l'affaire Naël, ça arrive, on peut pas gérer, machin.
et on met un fonds d'assurance pour couvrir. Oui, mais non. Prenez les pillages qu'il y a eu à Paris suite à la victoire d'une équipe de foot. C'est pas du tout c'est pas du tout un mouvement de colère après une soi-disant injustice. Bon, je connais pas l'affaire Nagel, mais je sais que là c'est pareil. C'est chacun, il va y voir une injustice ou pas une injustice en fonction de comment il regarde la situation. Bon, bref. Ce que je veux dire, en tout cas pour Paris, là, c'était des pillages et c'était pas du tout une injustice. Donc c'est une manipulation de l'attention collective à des fins politiques. Alors moi, je suis pas d'accord pour financer un système politique qui fonctionne pas. Bon voilà, autre article intéressant que j'ai trouvé sur LinkedIn, donc qui parle du changement de civilisation. Hein, là, donc c'est un Indien qui fait remarquer que les IA utilisés en Inde viennent de pays extérieurs qui peuvent à tout moment changer de politique, de tarification, de tout quoi. Bon, les modèles sont construits ailleurs, les puces sont construites ailleurs, les datasets sont construits ailleurs. Il n'y a aucune... nous avons l'accès, mais nous ne possédons pas. Donc là, ce sont les Indiens qui parlent. Hein. Voilà. Ils sont à la merci de tout changement tarifaire, de douane. Donc là, il fait référence aux tactiques un peu agressives de négociation de Trump, mais bon, qui ne fabriquent pas de la confiance à l'échelle internationale, de changement géopolitique. Voilà, si les États-Unis décident de couper l'accès aux IA de l'Inde, les Indiens pourront rien y faire. Donc on est encore une fois dans ce transfert du pouvoir des États vers... Enfin, c'est pas un transfert, il y a l'apparition de nouveaux pouvoirs digitaux et les États sont concurrencés par ces pouvoirs. Autre news, changement de civilisation, encore une fois, Brian Armstrong, donc c'est ce monsieur-là, le chauve, qui est le Chief Executive Officer, donc un dirigeant de Coinbase, c'est un site de crypto. Ça permet d'acheter, de vendre, de spéculer sur les cryptos. Bon, il a donné 7 jours à ses ingénieurs pour apprendre à coder avec les IA ou se barrer. Bon, c'est un peu brutal, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ceux qui ne se sont pas adaptés ont été virés. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, un tiers de la base des programmes de Coinbase sont générés par des IA. Et le but, c'est d'atteindre 50%. Donc les IA arrivent et vont changer beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Hein. Voilà un exemple. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez comprendre ce fameux changement de civilisation, abonnez-vous. Si vous voulez vous y adapter, il y a les formations. Et puis tout ce que je dis ici et ce que j'écris à droite à gauche. Et prenez bien soin de votre système attentionnel.